Le travail des femmes durant la seconde moitié du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, l'idée des femmes faibles par nature appuyait le fait qu'une femme ne pouvait effectuer des tâches importantes, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. L'idée est de protéger la société de la féminisation de certaines tâches, comme Schopenhauer qui veut qu'en Europe on remette à sa place naturelle ce numéro 2 de l'espèce humaine. Ce genre d'idée recule à la fin du siècle. La femme, en tant que travailleuse externe à la sphère privée, émerge. Autrefois restreinte à l'entretien du foyer, la révolution industrielle et le besoin de main-d'œuvre permettent aux femmes d'investir l'industrie, bien que les hommes restent la main-d'œuvre majoritaire. Elles commencent souvent dès l'adolescence, comme domestiques en ville ou ouvrières agricoles en campagne avant de se marier. Elles perdent généralement leur travail à partir de la première grossesse, car elles doivent demander l'autorisation de leur mari pour travailler. Dans l'industrie, c'est le domaine du coton qui les emploie beaucoup. En campagne, ces travails sont mal rémunérés, voire pas du tout pour certains cas. On pense aux ouvrières célèbres des fabriques de soie lyonnaises. En ville, les emplois dans les fabriques font place au travail de domestiques sur gage, nourris, logés, mais pas payés. D'autres industries attirent les travailleurs hors de l'Europe, comme celle du textile ou du tabac, ainsi que des fabriques de produits alimentaires. Les femmes émigrent notamment pour travailler dans les colonies européennes d'Amérique du Sud. La plus importante part de ces migrations concerne les emplois domestiques. De plus, l'émigration peut avoir un effet émancipateur. Elles peuvent acquérir à l'étranger des spécialisations techniques dans des milieux comme l'horlogerie. Car les femmes partant du sud de l'Europe trouvent des emplois dans les industries horlogères suisses du milieu du XIXe siècle. Il y a aussi des cas d'employés domestiques d'Italie qui s'émigrent vers le Midi français. La grève est aussi un domaine qui se féminise. Elles ont les mêmes revendications que leurs homologues masculins. La réduction et l'amélioration du temps de travail, comme par exemple les ovalistes, ouvrières de soie qui dès 1869 cessent pendant un mois leur travail pour que leur temps de travail soit réduit à 11 heures. L'augmentation des salaires est aussi revendiquée. D'autres pratiques comme la grève de la faim peuvent être employées, comme Marion Wallace en 1909, mais elles restent marginales. Après 1870, les femmes obtiennent des droits, bien que très restreints, pour la légifération de leur travail, comme la limitation de la durée journalière du travail, ainsi que l'interdiction, en 1892, du travail de nuit des femmes dans l'industrie. La protection de la grossesse et de la maternité, recommandée par la majorité des pays européens lors de la conférence internationale de Berlin en 1890, ne sera légiférée qu'en 1919. À la fin du siècle, d'autres grèves se déclarent contre les abus de l'autorité de leurs homologues ou patrons masculins. Par exemple, en Autriche, en 1880, la militante social-démocrate Adelaide Pops dénonce dans La jeunesse d'une ouvrière, paru en 1909, la traque dans l'atelier souvent subie par les femmes. Enfin, des métiers plus marginaux et spécialisés existent, comme celui des sages-femmes qui se professionnalisent petit à petit avec des diplômes reconnus dans l'Europe. Il y a aussi des métiers artistiques comme danseuse, bien que très précaires et instables, avec une limite très fine avec la prostitution. Pour finir, certaines professions restent longtemps fermées, comme avocate, qui ne s'ouvrira qu'en 1908, et politicienne.